Bien, aujourd'hui, nous allons enchaîner avec un théorème qui est très important. C'est l'équivalent du théorème de Gauss et qui est appelé en magnétostatique le théorème d'Ampère. Ça doit être le paragraphe 6. Bien, dans ce théorème d'Ampère, nous allons l'énoncer en rappelant le théorème de Gauss. Je rappelle que le théorème de Gauss que vous avez vu en électrostatique, il dit que le flux du champ électrostatique E, créé par une distribution quelconque de charges à travers une surface fermée, de E à travers une surface fermée quelconque S, est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface fermée divisé par epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss en électrostatique. Nous allons énoncer le théorème d'Ampère, qui est équivalent au théorème de Gauss, en se basant sur ce théorème et en faisant les correspondances que nous avons établies la dernière fois, à savoir qu'il faut remplacer les charges Q par des courants. La constante 1 sur epsilon 0 sera remplacée par mu 0. Le champ E sera remplacé par B, mais la surface fermée qui figure dans le théorème de Gauss, il sera remplacée par une courbe fermée. Une surface fermée, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est une surface qui limite un volume, et une courbe fermée, c'est une courbe qui limite une surface, ou bien plusieurs surfaces, et une surface fermée vérifie le théorème de Green-Ostrogradski et la circulation sur une courbe fermée, et il vérifie le théorème de Stokes. Donc le théorème d'Ampère, il va s'énoncer de la manière suivante. Je remplace le flux à travers une surface fermée par la circulation à travers un contour fermé lambda. Le champ E sera remplacé par le champ B. Et bien sûr, le ds il sera remplacé par dl parce qu'il s'agit là d'une circulation, ce n'est pas un flux. Et il sera égal à la somme des courants qui sont à l'intérieur de la courbe, on dit qu'ils sont enlacés par la courbe, sur epsilon 0, ça sera remplacé par mu 0. 1 sur epsilon 0 sera remplacé par mu 0, ça constitue le théorème d'Ampère. Bien sûr, ça, ce n'est pas une démonstration, c'est juste une analogie. On n'a pas le temps de faire la démonstration, mais on va le prendre comme ça. On énonce le théorème d'Ampère de la façon suivante. La circulation du champ d'induction magnétique B le long d'un contour fermé, lambda est égal à mu 0 multiplié par la somme algébrique là je souligne aussi le mot algébrique parce que les courants ils peuvent être considérés comme positifs ou négatifs suivant leur sens, donc multiplié par la somme algébrique des courants
enlacés par le contour lambda, ou bien par, c'est-à-dire les courants qui traversent, c'est-à-dire les courants qui traversent toute surface qui s'appuie sur le contour lambda. Donc toute surface dont les bords s'appuient sur le contour lambda, toute surface peut faire l'affaire, et donc on va considérer les courants qui traversent l'une de ces surfaces. On a une infinité, mais on va considérer n'importe laquelle de ces surfaces. Donc je répète, la circulation du champ B le long d'un contour fermé, donc le contour doit être fermé, lambda, est égal à μ0 multiplié par la somme algébrique des courants enlacés par le contour lambda. Courant enlacé par le contour lambda, ça veut dire les courants qui traversent n'importe quelle surface qui s'appuie sur le contour lambda. Quand on parle de somme algébrique, ça veut dire que les courants seront comptés positivement ou bien négativement, et ça va dépendre au sens de parcours, au sens de la circulation, parce que lorsqu'on a un contour fermé, on peut parcourir ce contour suivant deux sens possibles. Si j'ai un contour comme ça, je peux tourner dans ce sens ou bien tourner dans ce sens. On a deux possibilités. Eh bien, le signe des courants est lié, le signe de courant est lié au sens de parcours, ou bien de la circulation, au sens de parcours de lambda par la règle du tire-bouchon. Par la règle du tire-bouchon. C'est-à-dire lorsque je tourne dans un sens, ou bien je vais m'enfoncer, ou bien je vais monter. Si par exemple en tournant, je monte vers le haut, eh bien dans ce cas, les courants qui montent, qui sont montants, qui sont ascendants seront comptés positivement, et ceux qui sont descendants seront comptés négativement, et vice-versa. Alors, par exemple, je vais citer un exemple. Je réduis d'abord ce que je viens d'écrire. Si je considère un ensemble de courants, qui sont comme ça, par exemple, I1, I2, I3, I4 et I5. C'est par exemple, je choisis un contour donné qui est fermé, qui fait ça. Si je le choisis comme ceci, lambda, eh bien ça va dépendre du sens de parcours. Si par exemple je choisis comme sens de parcours le sens qui est comme ça, comme sens de parcours positif. Dans ce cas, je vais tourner dans ce sens.
en tournant dans ce sens-là, le sens positif, ce sera du bas vers le haut. Et par conséquent, la circulation du champ B le long de ce contour, il sera égal à la somme algébrique des courants qui sont enlacés par la courbe lambda. Alors je vois que le courant IA, il n'est pas enlacé par la courbe lambda, il est à l'extérieur. Donc par conséquent, il ne va pas intervenir. Le courant I2, il est dirigé du bas vers le haut. Donc c'est le sens positif, donc ça fera plus I2. Le courant I3, il traverse aussi la surface qui s'appuie sur le contour lambda, mais du haut vers le bas, c'est-à-dire dans le sens négatif. Donc ça sera compté négativement, moins I3. I4 aussi sera compté négativement parce qu'il est dirigé du haut vers le bas. Et le I5, il ne sera pas pris en considération parce qu'il est à l'extérieur, il n'est pas enlacé par le contour fermé lambda. Donc c'est ça le théorème d'Ampère. Comme je viens de le dire, il est analogue au théorème de Gauss en remplaçant la surface fermée par un contour fermé, le flux par la circulation, les charges par les courants. Comme pour le théorème de Gauss, le théorème d'Ampère sera très utile pour calculer de manière simple le champ d'induction magnétique créé par des distributions de courant particulières. Donc, remarque, le théorème d'Ampère peut être utilisé pour le calcul de B, du champ B, à condition bien sûr que le calcul de la circulation soit facile, c'est-à-dire si on arrive à trouver un contour fermé lambda, si on arrive à trouver un contour fermé lambda, sur lequel il est facile de calculer la circulation de B. C'est-à-dire, il est facile de calculer l'intégrale de B scalaire dl. Quand est-ce que cette intégrale est facile à calculer? Bien, elle sera facile à calculer si B et dl sont ou bien collinières ou bien perpendiculaires. C'est-à-dire si B est perpendiculaire à dl ou bien et, on peut avoir soit les deux, soit l'une des deux, B est collinière à dl. Et dans ce deuxième cas, c'est-à-dire dans la partie de dl où B, dans la partie de contour lambda où B est parallèle à dl, il faut en plus que B soit uniforme. C'est comme pour le théorème de Gauss. Et dans ce dernier cas, il faut aussi que B, plutôt que le module de B soit constant.
B soit constant. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, je vais avoir l'intégrale de B scalaire dl égale à l'intégrale sur la partie O lambda est perpendiculaire à B, plutôt OB perpendiculaire à dl, plus la circulation de B sur la partie où B est parallèle à dl. Dans le premier cas, bien sûr, ça c'est égal à 0, parce que le produit scalaire il sera égal à 0. Et le deuxième cas, ce sera B multiplié par dl sur cette partie. Et puisque sur cette partie, nous avons supposé qu'en plus B est constant, donc on peut le sortir de l'intégrale. B est l'intégrale de dl sur cette partie du contour qui sera égale à L de la partie du contour où B est parallèle à dl. D'après le théorème d'Ampère, ceci est égal à mu0 multiplié par la somme algébrique des courants et ça va me permettre de déduire le champ magnétique B. Vous voyez que c'est pratiquement la même démarche qu'on utilise dans le cas du théorème de Gauss. Bien, comment savoir si B et dl sont collinéaires ou bien perpendiculaires et comment savoir si B est uniforme ou bien qu'il est variable? La réponse, vous la connaissez. C'est la même chose que ce que vous avez vu pour le théorème de Gauss. Il faut utiliser des règles d'invariance et des règles de symétrie. Pour les règles d'invariance, ils sont les mêmes que pour le champ électrostatique, c'est-à-dire que si la distribution de courant reste invariable par rotation ou bien par translation, alors le champ B est indépendant des variables correspondantes à cette rotation ou bien à cette translation. Donc, règle d'invariance, c'est la même chose que pour le théorème de Gauss. Je la rappelle ici. Si la distribution de courant, au lieu de la distribution de charge, si la distribution de courant est invariante par rotation ou par translation, alors le module de B est indépendant. Le module de B est indépendant des variables correspondantes à la translation et à la rotation. Des variables correspondantes. Ça, c'est la règle d'invariance. Pour les règles de symétrie, là, ça va changer par rapport à ce qu'on a vu pour le champ électrostatique, parce que le champ électrostatique, c'est un vrai vecteur, alors que le champ d'induction magnétique, c'est un pseudo-vecteur. Qu'est-ce qu'un pseudo-vecteur? C'est un vecteur qui est le résultat
C'est un vecteur qui est le résultat du produit vectoriel de deux vecteurs. On sait que dans la loi de Biot-Savart, vous avez un produit vectoriel qui apparaît, donc le dB, c'est un pseudo-vecteur. Et la règle de symétrie pour les pseudo-vecteurs est la suivante. Règle de symétrie. Il y a une seule règle qui est importante. Si la distribution de charge, plutôt si la distribution de courant possède un plan de symétrie, si la distribution de courant possède un plan de symétrie, alors le champ en tout point de ce plan de symétrie, alors le champ B en tout point, alors le champ B en tout point de ce plan de symétrie est normal perpendiculaire à ce plan. Ça, c'est une règle qui est très importante parce qu'il permet de déterminer exactement la direction du champ d'induction magnétique B dans le cas où vous avez un plan de symétrie. En tout point du plan de symétrie, le champ est perpendiculaire. Bien alors, en utilisant les règles d'invariance et les règles de symétrie, on peut appliquer le théorème d'Ampère pour la détermination du champ d'induction magnétique pour un circuit filiforme. Nous allons traiter un exemple d'application qui va utiliser le théorème d'Ampère pour le calcul du champ d'induction magnétique. Alors, exemple d'application. Et nous allons traiter le même exemple que celui que vous avez étudié par la loi de Biot-Savart, c'est-à-dire fil rectiligne infini parcouru par un courant d'intensité constante I. On va chercher, par application du théorème d'Ampère, le champ créé par ce courant-là en un point M quelconque de l'espace M. Donc je vais tracer ce fil infini et alors je considère un fil infini
que je choisis confondu avec l'axe OZ et qui est parcouru par un courant d'intensité I. On choisit un point M quelconque de l'espace et on va essayer de déterminer le champ d'induction magnétique B au point M créé par ce fil infini parcouru par l'intensité I. Nous allons utiliser le théorème d'Ampère pour déterminer ce champ. Eh bien, pour cela, il faut d'abord se donner un système de coordonnées, un repère qui va nous permettre d'exprimer le champ B, et bien sûr que vu la forme géométrique de la distribution, la base adéquate pour décrire ce champ, c'est la base cylindrique. Donc le point M sera repéré par ces coordonnées cylindriques, ρ, φ et Z. Le point M est à la distance ρ du fil et vous avez les vecteurs de base E ρ, E φ et E Z. Bien, cherchons quelle sera la forme de la courbe d'Ampère convenable pour le calcul de ce champ par le théorème d'Ampère. En regardant la symétrie, on voit que d'abord pour les invariances, avant la symétrie, pour les invariances, il est clair que si je fais varier la variable ρ, eh bien, par rapport au point M, la distribution va s'éloigner ou bien se rapprocher. Ce qui veut dire que le champ B, le module de B, dépend de la variable ρ. La deuxième variable que je peux modifier, c'est l'angle θ, ou bien l'angle φ. L'angle φ, c'est la rotation autour de l'axe OZ. Donc, si je fais tourner le fil parcouru par le courant I autour de l'axe OZ, puisqu'il est confondu avec l'axe OZ, rien ne va changer. Donc, pour le point M, le fait de faire une rotation suivant l'axe OZ ne change rien à la distribution. Donc, B ne dépend pas de phi. Et si je fais une translation suivant l'axe OZ de la distribution, sachant que le fil est infini, donc la translation du fil suivant l'axe OZ ne modifie en rien la distribution de courant par rapport au point M, donc le champ B au point M sera indépendant de la variable Z. Donc il va dépendre uniquement de la variable ρ. Je résume ce que vient de dire, règle d'invariance. La distribution de courant est invariante par rotation ou translation suivant l'axe OZ, ce qui implique que le champ B au point M ne dépend ni de phi ni de Z. Donc il va dépendre uniquement de la variable ρ. Donc B au point M, il dépend de ρ. Ensuite, pour la symétrie, on voit que le plan
que tout plan qui contient l'axe OZ, c'est-à-dire qui contient le fil, est un plan de symétrie. Donc, en particulier, le plan qui contient le point M et l'axe OZ est un plan de symétrie. Le plan qui contient l'axe OZ, c'est-à-dire le fil, et le point M est un axe de symétrie. C'est le plan M, E. C'est le plan E, phi, M, E, phi, E, Z. Ça, c'est un plan de symétrie. Et par conséquent, d'après la règle de symétrie d'un pseudo-vecteur du champ d'induction magnétique B, le champ B est perpendiculaire à ce plan. B au point M est perpendiculaire à ce plan, ce qui implique que le champ B au point M est un champ qui dépend de la variable ρ, comme on vient de dire, et qui est porté par le vecteur, par E phi. Je m'excuse, le plan que j'ai décrit tout à l'heure, c'est le plan qui contient le plan de symétrie, c'est le plan N euro EZ. C'est ça le plan de symétrie. Donc le champ B au point M est perpendiculaire à ce plan, donc il sera porté par le vecteur unitaire E phi. Je vais le réécrire correctement. Il dépend de la variable ρ, mais il est porté par le vecteur E phi. Après avoir déterminé la règle d'invariance et de symétrie, eh bien maintenant je vais passer à l'application du théorème d'Ampère. Théorème d'Ampère. Circulation le long du contour lambda B dl égale à mu0, la somme des courants qui traversent toute surface qui s'appuie sur le contour lambda. Alors, quel est ce contour lambda? Comment je vais le choisir? Eh bien, ce contour lambda, on va le choisir de façon à ce que il sera possible de calculer facilement cette intégrale, cette circulation B scalaire dl, dans laquelle il faut que B soit constant sur la partie où B et dl sont collinéaires. Alors, quand est-ce que B est uniforme? D'après ce que je viens de voir, B ne dépend que de ρ. Donc B sera constant lorsque ρ est constante. Donc si je maintiens ρ constant et je fais varier la variable phi, je sais que phi varie entre 0 et 2π. En maintenant ρ constant et en faisant varier l'angle phi de 0 à 2π, eh bien on va décrire un cercle qui passe par le point M dont l'axe est l'axe OZ et
qui passe comme ça par le point M. Bien, ce contour-là, qui est un cercle de centre, qui a comme axe l'axe OZ, qui passe par le point M, et dont le rayon c'est ρ, c'est mon contour d'ampère, que je vais utiliser pour le calcul de la circulation. Et pour le calcul de la circulation, il faut choisir le sens de parcours. Je vais choisir le sens de parcours comme je veux, parce que c'est lui qui va me déterminer quel sera le vecteur. Donc si je prends comme sens de parcours un sens qui est comme ça c'est le sens de parcours positif. Dans ce cas, ça veut dire que le dl que je vais choisir, il sera porté par le vecteur unitaire FI. Si on choisit comme sens de parcours, celui indiqué sur le schéma, dans ce cas, je vais avoir le vecteur dl, parce que je tourne dans ce sens, qui est porté par le vecteur qui est tangent à la courbe, donc par le vecteur EφI. Il est dans le même sens que EφI. Et j'écris la circulation B scalaire dl égale, je sais que B est porté par EφI d'après les règles de symétrie, dl est aussi porté par EφI, donc ils sont collinéaires. Donc leur produit scalaire, c'est B multiplié par dl. Sur le contour, qui est un cercle de rayon ρ reste constant. Et puisque B ne dépend que de ρ, ça veut dire que B est une constante. Donc je peux le sortir de l'intégrale. Ça va donner l'intégrale de B multiplié par l'intégrale de dl. C'est donc égal à B multiplié, l'intégrale de dl, c'est la longueur du cercle, la longueur du contour, c'est un cercle de rayon ρ, donc la longueur est égale à 2π ρ. D'après le théorème d'Ampère, ceci doit être égal à μ0 multiplié par la somme algébrique des courants qui traversent n'importe quelle surface qui s'appuie sur le contour. J'ai un seul courant, c'est le courant I. Est-ce que je vais le considérer comme étant positif ou bien comme étant négatif? Eh bien, le signe de I est relié à celui du contour, du parcours, par la règle du tire-bouchon. D'après le sens que j'ai choisi, le sens positif, lorsque je tourne dans le même sens que EφI, eh bien, le sens positif, c'est vers le haut. Donc, I, qui est dirigé du bas vers le haut, se déplace dans le sens positif, donc je vais le prendre comme étant positif. Donc, μ0, I. Eh bien, j'ai terminé. À partir de là, je déduis que B est égal à μ0I sur 2π ρ, et en vecteur, je multiplie par le vecteur EφI. Vous voyez que le calcul il est très simple, et je retrouve le même résultat que celui obtenu par le calcul direct qui utilise la loi de Biot-Savart. Et ça donne tout l'intérêt du théorème d'Ampère. On s'arrête là pour aujourd'hui et à la prochaine séance, Inch'Allah.